Alors, une première vidéo pour parler de quelques aspects de couches physiques en ADSL. Alors, question, comment calcule-t-on le débit en ADSL? Vous vous souvenez que nous avons un certain nombre de sous-canaux, c'est de l'OFDM, et dans chaque sous-canal, j'ai 4000 symboles par seconde. 4000, pardon, symboles par seconde. Ça, c'est dans chaque sous-canal. Pour avoir le débit dans un sous-canal, ce qu'il me faut, en fait, c'est le nombre de bits par symbole. Donc, par exemple, dans un sous-canal, si j'ai 8 bits par symbole, par exemple, hein, ça me fait dans un sous-canal donné un débit de 4 x 8, 32. 32 kilobits par seconde. Et finalement, le débit que j'ai, c'est la somme des débits dans tous les sous-canaux qui constituent la voie montante ou la voie descendante. On a fait, je pense, pour ceux qui étaient là, le débit maximum sur la voie descendante. Par exemple, on trouve quelque chose de l'ordre de 27 mégabits par seconde, me semble-t-il, en ADSL2. Donc sur les 2,2 MHz de bande qu'on a. Et vous voyez que en fait, le truc important, c'est ce 8 là. Le fait qu'on ait 8 ou 10 ou 12 ou même jusqu'à 15, ça va avoir quand même une grande influence sur le débit. Comment ce 8 est-il déterminé? En fait, il est déterminé en particulier à l'initialisation, au moment où vous avez la synchro ADSL, là. On fait une évaluation de la fonction de transfert du canal et même du SNR dans chaque sous-canal. Et en fonction de ce SNR, on va déterminer si on met 8, 9, 10, 12 ou 15 bits par symbole ou moins que 8 hein, si le SNR est vraiment mauvais. On peut en particulier utiliser ces courbes-là qui montrent le taux d'erreur binaire en QAM, hein, c'est de la QAM dans chaque sous-canal, en fonction du SNR. Alors, on se donne un probabilité d'erreur cible. Donc là, en fait, le moins 1, c'est du 10-1, hein, donc c'est 0,1. Là, c'est 10-2, c'est 0,01 par exemple. Et là, on se donne, nous, 10-7 comme cible. Mettons qu'on mesure dans un sous-canal un SNR, je dis n'importe quoi, de 36 dB. On pourrait prendre notre 36 là, mettons il est ici, et puis regarder, on se rend compte avec 36 que c'est plutôt cette courbe-là. Alors les courbes sont paramétrées en dessous là, vous voyez. Ou alors peut-être celle du dessous. Alors laquelle choisir? Vous voyez, si je prends celle du dessus, le taux d'erreur binaire il sera plus grand en fait que celui que je vise, que le 10-7. Donc à ce moment-là, ça serait plutôt la courbe du dessous. Et donc on utiliserait, alors dans ce cas-là, ce serait une QAM 256. Autrement dit, 8 bits par symbole dans ce sous-canal-là. Alors là, c'est pas indiqué, mais en fait, il y a un décalage de 3 dB là, en gros, pour chaque fois que je change la taille de la constellation. Donc si je passais à 1024, là, je me décalerais de 3 dB comme ça. Hein, j'aurais une courbe qui fait comme ça là, avec 3 dB d'écart ici là, en gros. Alors en pratique, si on mesure 36, on ne va pas prendre 36, on va se prendre une petite marge, ce qu'on appelle la marge de bruit. Par exemple, on peut dire noise margin, on prend 6 dB de marge de bruit et on va plutôt utiliser 30 pour faire l'allocation des bits dans le sous-canal. Et à ce moment-là, avec 30, vous voyez, on tombe soit sur celle-ci, 128, soit sur celle du dessous, 64. Donc ça sera plutôt en fait une QAM 64. Et donc à ce moment-là, c'est 6 bits par symbole. Voilà, donc c'est vraiment cette mesure de SNR qui permet finalement de déterminer le débit. SNR dans chaque sous-canal, j'insiste, c'est fait chaque sous-canal 1 à 1. Alors maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est quelle est la valeur crédible de SNR qu'on mesure finalement, mettons pour une ligne de 2 km? Est-ce que c'est plutôt vers les 36 dB comme j'ai trouvé là, ou est-ce que ça va plutôt être moins pour une ligne de 2 km ou plus?
quelle est la valeur crédible? Donc, pour ça, c'est pour ça que je vais donner ce petit exercice. Alors, comment on va faire pour mesurer le SNR? Alors, donc, il y a deux aspects. Puissance du signal, puissance du bruit. Pour la puissance du signal, ce qu'on fait, c'est qu'on se donne une puissance d'émission du DSLAM. Alors, j'avais dit 10 watts dans l'exercice pour ceux qui ont regardé et aussi peut-être sur le poly, je n'ai peut-être pas mis à jour. En fait, une puissance crédible, c'est pas 10 watts. 10 watts, c'est au-delà du maximum autorisé. Ça serait plutôt 0,1 watts. J'ai regardé, c'est plutôt 0,1 watts. Vous savez que le spectre en ADSL, comme c'est de l'OFDM, alors il est sur les parties. C'est un signal réel, donc à la fois sur les parties fréquences positives et négatives, mais bon, traditionnellement on trace que les fréquences positives en ADSL. En tout cas, le spectre, il a cette forme. Vraiment, la DSP est constante parce que c'est de l'OFDM et quand j'ai un grand nombre de sous-canons en OFDM, ça me fait une forme vraiment rectangulaire comme ça. Donc j'ai une DSP constante. Du coup, c'est facile de calculer la DSP. Hein. On utilisera ça tout à l'heure. Le bruit, on va prendre le bruit blanc. Donc le bruit thermique, on sait aussi calculer sa DSP et on sait que c'est un bruit qui aussi est constant partout. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer le SNR à 1 MHz. Donc, je vous dirai pourquoi à 1 MHz tout à l'heure. C'est parce qu'on a l'atténuation, en fait. Enfin, on va prendre une atténuation à 1 MHz, donc vers le milieu de la bande. OK? Et on va regarder dans un sous-canal. Un des sous-canaux, donc un sous-canal, rappelez-vous, c'est une largeur de 4,3 kHz environ. On va essayer de calculer le SNR. Donc, le SNR, c'est la puissance du signal qu'on a reçu sur la puissance du bruit. La puissance, en général, la puissance, c'est l'intégrale de la DSP sur l'axe des fréquences. Si la DSP est constante, ce qui est notre cas ici à la fois pour le signal et pour le bruit, à ce moment-là, ça nous fait DSP fois la bande. Ça, c'est donc si la DSP est constante. C'est ce qu'on a ici. En fait, notre SNR, ça sera simplement la DSP du signal reçu sur la DSP du bruit. Ah oui, alors ce que j'ai pas dit, c'est que cette forme rectangulaire là pour le signal OFDM, ça c'est si je mets la même puissance dans chacun des sous-canaux. Et en fait, c'est pas vraiment le cas en ADSL. On peut éventuellement privilégier certains sous-canaux par rapport à d'autres. Mais bon, on essaie de faire un calcul d'ordre de grandeur. Là, on ne rentre pas dans les détails, donc c'est une hypothèse qu'on peut prendre. Voilà. Alors, quelle est la DSP du signal reçu? Je vous ai dit, puissance d'émission environ 0,1 watts. Pour avoir la DSP donc au niveau du DSLAM, bon, ça part du DSLAM, c'est simplement 0,1 divisé par la bande, à peu près 2 MHz. 2,2, mais on va prendre 2 MHz. Et donc, ça nous fait, alors, en haut c'est 10-1, là j'ai ici ce dénominateur, donc ça nous fait 0,5 fois 10-7 watts par Hertz. Si je le mets en milliwatts, ça me fait 0,5 fois 10-4 milliwatts par Hertz. 10-4, ça serait moins 40 dBm, et donc ça nous fait moins 43 dBm par Hertz. Ça, c'est la DSP émise au niveau du DSLAM. La DSP que je reçois, pour la connaître, il faut connaître l'atténuation. Alors, c'est là que je vais utiliser mes schémas qui sont là, dont je ne vous ai pas parlé, mais que vous avez vu passer. Ce que j'ai représenté là, c'est une paire de cuivres qui relie donc le DSLAM, la TUR en fait, c'est un petit nom pour le DSLAM, à la box, au modem de l'abonné. On dispose de modèles électriques de la ligne qui nous permettent de simuler de façon très précise leur comportement. Et donc on a des lignes types, ça c'est une ligne type qu'on a simulée. Vous voyez, j'ai un tronçon de 1,1 km ici, 0,4 mm de section de fil de cuivre, un autre tronçon de X km, X va pouvoir varier avec la même section, ce qui n'est pas toujours le cas. Et là, j'ai un truc qu'on rencontre assez souvent,
s'appelle en français les dérivations laissées ouvertes ou des bridge taps. Quand on a tiré les lignes téléphoniques, donc il y a bien longtemps pour la plupart des logements, à l'époque, on ne savait pas nécessairement où allaient se trouver les prochains abonnés et on faisait ça. On tirait dans plusieurs sens les lignes et il y en a qui sont restées ouvertes, ça ne posait pas de problème. Dans la bande de la téléphonie analogique 300-3400, en revanche, ça pose des petits problèmes, enfin en tout cas, ça déforme la réponse en fréquence dans la bande ADSL parce que ça crée des échos. Là, on a des échos, hein, comme ça. Et donc du coup, bah, c'est la même chose que les échos dont on avait parlé en PSC dans le cadre d'une transmission hertzienne et des réflexions sur les obstacles. C'est-à-dire que si le delta taux entre les deux échos est significatif, alors significatif en fait c'était le 1 sur delta taux qui n'est pas négligeable devant la bande sur laquelle on travaille en fait. Et là, bah, quand on travaille en ADSL, on utilise 2 MHz et ça n'est plus négligeable sur delta taux. Et du coup, effectivement, ça crée des lieux de fading sélectif. Vous vous souvenez? Là, on les voit là en fait, ces lieux de fading sélectif. Autrement, ça serait plutôt linéaire, l'atténuation sur la ligne. Donc là, effectivement, j'ai l'atténuation pour 3 longueurs de ligne, vous voyez, et nous, on va plutôt regarder celle du haut. X égale 0,75 km, parce que ça nous fait une ligne de presque 2 km, qui est une longueur voilà, pour laquelle l'ADSL marche encore. C'est-à-dire qu'on va avoir un débit encore correct. Pour autant, ce n'est pas du tout le débit de 27 mégabits par seconde, qui est le débit max. Je n'ai pas vraiment de valeur en tête, mais j'imagine que ça pourrait être 5-8 mégabits par seconde. Voilà, donc pas du tout le maximum, mais encore des débits quand même respectables pour lesquels les abonnés sont éligibles. Donc c'est celle du haut. Et vous voyez là, on a l'atténuation seulement jusqu'à 1 méga. Hein. Ça c'est 1 MHz. Et je regarde. Bon, on va prendre un ordre de grandeur. Allez, on va dire entre 50 et 60 décibels d'atténuation. On va prendre 60 dB pour arrondir. OK? Donc du coup, la DSP du signal reçu, bah, je vais juste enlever 60 dB, puisque tout est baissé de... Enfin, en tout cas à 1 MHz, je suis diminué de 60 dB. Donc je vais mettre 1 MHz égale moins 103 dBm par Hertz. Voilà, donc ça sera un peu plus atténué à 2 MHz et puis un peu moins si je suis sur des fréquences plus basses. Alors maintenant, pour calculer le SNR, il me faut la DSP du bruit. La DSP du bruit, je la connais si je considère que c'est du bruit thermique, le bruit qui est généré par l'électronique dans le récepteur. Et pour rappeler, c'est kT. Et ça fait en fait moins 174 dBm par Hertz. Donc maintenant, le SNR à 1 MHz, moins 103, moins 174, ben je trouve 71 dB. Évidemment, à 2 MHz, ça sera un petit peu moins. Ça sera peut-être 61 dB ou 50. Voilà. Ok, alors 71 dB, maintenant on va retourner sur notre graphe. Et vous voyez que les valeurs qui sont là ne sont pas du tout du même ordre. Et ce qu'on voit en fait, c'est que avec 71 dB de SNR, bah en fait on pourrait toujours avoir sans problème les 15 bits par symbole. Et donc ça, on pourrait les avoir même probablement jusqu'à 2 MHz. Et donc, ce que ça nous dit, c'est qu'avec ce SNR-là, on aurait le débit max sans problème en fait. Hein. Donc, la conclusion de tout ça, c'est que le SNR, en fait, non, c'est pas 71 décibels. Sinon, on aurait un débit bien plus élevé que ce qu'on a avec une ligne de 2 km. Alors, qu'est-ce qui fait que ça peut être faux? C'est pas la DSP du signal reçu, parce que j'ai pris une valeur là, correcte pour le DSLAM, et l'atténuation, c'est aussi une valeur qui est bonne. Non, ce qui va pas, en fait, c'est la DSP du bruit. Cette valeur-là. Et ce que ça veut dire, finalement, c'est que le bruit thermique, il est là,
C'est pas celui-là le bruit le plus important en ADSL. En ADSL, le bruit thermique est pratiquement négligeable devant une autre forme de bruit, c'est la diaphonie. On peut parler peut-être aussi d'interférence. Qu'est-ce que c'est que la diaphonie? En fait, c'est le fait que dans ce qu'on appelle un câble de transport, puis plus tard un câble de distribution, on a plein de paires de cuivre qui sont les unes à côté des autres, donc qui sont isolées électriquement, mais il n'y a pas de blindage électromagnétique autour de chaque paire. Et du coup, chaque paire, quand il y a des signaux qui circulent, génère un petit champ magnétique qui va créer un petit signal, petite différence de potentiel, petite tension aux bornes des autres paires de cuivre, quoi. Et c'est ça la diaphonie, le fait qu'il y ait des centaines de, de paires créent en permanence une sorte de bruit qu'on appelle la diaphonie et qui est le bruit prépondérant. Voilà, donc déjà si vous retenez ça, c'est pas mal. Alors il y a deux sortes de diaphonie. On utilise en fait plutôt le terme crosstalk qui est le terme anglais, la diaphonie fixed, far and crosstalk. Là, dans ce cas-là, en fait, votre voisin est en train de recevoir des choses du DSLAM. Là, il y a votre voisin. Et à cause du couplage, vous en recevez une petite partie. Celle-là, elle n'est pas si gênante que ça, finalement. Elle est là, et c'est celle-ci qui est prépondérante, mais elle est toujours là en tout cas. Mais elle est moins gênante que l'autre type de diaphonie dont on va parler, dans la mesure où les signaux ont quand même été atténués par la ligne, et donc vous recevez une partie assez faible. L'autre diaphonie qui serait plus gênante, c'est le next, near and crosstalk. Là, c'est votre voisin lui-même qui est en train d'émettre, et vous recevez une petite partie. Alors, la diaphonie next, elle est là, mais en fait, elle n'est pas gênante dans la plupart des cas, mais dans certains cas, elle peut l'être, et dans ce cas-là, elle est plus gênante que la flex. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas gênante? Parce que si votre voisin il a un abonnement ADSL et vous aussi, il émet sur des sous-canaux qui ne sont pas les mêmes que ceux sur lesquels vous recevez, hein, puisque, rappelez-vous, on a là, c'est libre pour la téléphonie analogique, et puis voix montante, voix descendante. Donc si lui, il émet ici, ça ne va pas vous gêner au niveau des sous-canaux sur lesquels vous recevez. Donc ça, c'est bon. Le problème, c'est qu'il y a certains types d'abonnements autres que de la DSL qui sont offerts aux entreprises. Et pour ces types d'abonnements-là, on peut avoir des données sur la voie montante qui vont jusqu'à 2 MHz en fait. Et donc, si dans le même câble de transport, il y a des paires de cuivre au bout desquelles je trouve les entreprises qui ont ce type d'abonnement-là, elles peuvent éventuellement émettre des signaux donc vers l'opérateur jusqu'à 2 MHz. Et là, vous recevez donc à pleine puissance une fraction de ces signaux-là. Et ça, c'est de la diaphonie next. Et c'est plus gênant que la flex. Voilà, donc si tout va bien dans les mêmes câbles de transport, il n'y a que des abonnements ADSL, pas de règles de compatibilité spectrale. Dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Maintenant, entre opérateurs, est-ce que vraiment ces règles sont toujours respectées? Difficile d'en être certain. Juste pour terminer là-dessus, je voulais répondre à quelques questions que j'avais posées sur le sujet à distance et puis même sur le sujet normal. Alors, vous vous rappelez que en Wi-Fi et donc ce qu'on a étudié en PSC, on a des sous-porteuses, des sous-canaux pilotes qui permettent de connaître en permanence la fonction de transfert du canal. On n'a pas ça en ADSL. En fait, en ADSL, la fonction de transfert du canal est, on considère qu'elle ne change pas, hein, puisque la ligne a une géométrie qui est toujours la même, et donc elle est évaluée, cette fonction de transfert, seulement à l'initialisation, et ensuite on n'a plus besoin de pilote pour l'initialiser. On aura d'autres techniques pour voir si le SNR se dégrade éventuellement, ou s'améliore, et à ce moment-là on peut augmenter ou on diminue le débit, mais pour l'égalisation, on n'a pas besoin de refaire le calcul en fait. Toutefois, il y en a qui ont trouvé qu'il y avait des pilotes, et donc avec raison, donc moi j'ignorais ça, et donc ils m'ont dit, ceci, il y a bien des sous-canaux pilotes. Et c'est vrai qu'il y en a,
Et donc, j'ai mené l'enquête. Donc, il y en a un sur la voie montante, un sur la voie descendante. C'est pas la même fonction que celle qu'ont les pilotes en Wi-Fi, par exemple, ou les signaux de référence en 4G. Là, les pilotes, c'est plutôt pour compenser l'effet de l'imprécision de la fréquence d'échantillonnage du convertisseur analogique numérique qu'on va trouver à l'entrée du récepteur. C'est-à-dire que vraiment, il faut convertir avec une certaine fréquence. En pratique, il y a toujours un petit écart, vous savez, et ça va avoir tendance à faire tourner toutes les constellations. Voilà, et la sous-porteuse, enfin le sous-canal pilote, là, va permettre d'évaluer ça, cette imprécision, et de la corriger. Voilà, c'est tout pour cette première vidéo.